Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une analyse assez fascinante du laboratoire d'analyse des discours contemporains. Oui, un article qui s'intitule Apaiser Trump pour survivre, et c'est un titre qui dit déjà beaucoup de choses. Absolument. L'article décortique un moment de bascule politique vraiment incroyable au Venezuela, juste après la chute de Nicolás Maduro. Tout à fait. Et l'analyse part d'une question qui peut sembler un peu paradoxale. Comment est-ce qu'un régime autoritaire, en fait, peut survivre au départ de son propre dictateur? C'est ça la question. Et la réponse, comme le montre le texte, c'est un jeu d'équilibriste extrêmement complexe face à une superpuissance. Voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'article, il ne se contente pas de raconter les faits, il propose un concept pour décrire ce qui se passe. Le régime écono-hégémonique. Exactement, c'est un terme un peu technique, on va prendre le temps de le décortiquer, mais en gros, ça décrit un système où le pouvoir, ce n'est plus juste une question de politique intérieure. Non, ça devient une sorte de contrat de gestion presque, qui est passé avec une puissance dominante. Ici, évidemment, les États-Unis. Et ce sont eux qui dictent les règles économiques et politiques. Exactement. Et le cas d'étude est parfait pour ça. On va voir comment la nouvelle dirigeante par intérim, Delcy Rodriguez, fait un virage à 180 degrés dans son discours. En quelques heures à peine. Oui, en l'espace de quelques heures. Et on verra aussi qu'une petite phrase de Donald Trump, qui pourrait, passer pour une simple provocation. Ce qu'on a un peu tous pensé au début. Voilà. Mais elle est en fait analysée ici comme le fondement d'une nouvelle doctrine du pouvoir. C'est une clarification doctrinale. C'est ça qui est passionnant. On va décortiquer les rouages. Alors commençons par ce point, ce changement de discours de Delcy Rodriguez. D'un côté, elle sort une phrase très forte, très souverainiste. Nous ne serons plus jamais la colonie de personne. Oui, une déclaration très martiale. Et presque immédiatement après, elle propose de travailler ensemble sur un programme de coopération. Alors à première vue, on se dit, c'est un reniement total, c'est une capitulation en direct. On pourrait le penser. Est-ce que l'analyse l'interprète comme ça, ou est-ce qu'il y a une subtilité qui nous échappe? C'est une excellente question parce que toute la subtilité est justement là, au cœur de l'analyse. Le texte, il ne voit pas ça comme une contradiction. Ah non. Non, pas du tout, ni comme une capitulation. Il parle d'un recalibrage discursif, c'est vraiment un terme clé. Un recalibrage? Oui, le régime ne se renie pas, il se reformule. En fait, il abandonne le langage de la confrontation, qui n'est plus du tout utile à ce moment-là. Et il en adopte un autre. Il adopte instantanément le langage de la coopération, parce que c'est le seul qui est audible par la puissance hégémonique. Donc si je comprends bien, ce n'est pas qu'elle change d'avis, c'est qu'elle change de langue pour pouvoir parler à son nouvel interlocuteur. Le fond reste le même, c'est-à-dire la survie du régime, mais la forme, elle, change du tout au tout. C'est tout à fait ça. La politique, dans ce contexte, ça devient un exercice de traduction. D'accord. Et cette traduction, elle nous amène au concept vraiment central de l'article, la souveraineté conditionnelle. La souveraineté conditionnelle. Voilà. L'idée, c'est que la souveraineté, ce n'est plus un principe absolu intangible. Ça devient une sorte de bien négociable, un actif qu'on peut échanger. Une souveraineté à la carte, en quelque sorte. Mais on l'échange contre quoi, concrètement? C'est quoi la transaction? Alors, le régime vénézuélien offre ce que l'auteur appelle sa docilité institutionnelle. Sa docilité? Oui, il accepte de soumettre ses décisions, ses lois, son économie à une validation extérieure. Et en échange de cette docilité, il obtient une chose très précieuse. La survie. La stabilité minimale, c'est-à-dire la garantie de sa propre survie. L'auteur utilise une métaphore très parlante pour ça. Elle parle d'un plan Marshall inversé. Plan Marshall inversé, j'aime beaucoup l'image. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Le plan Marshall, c'était de l'argent pour reconstruire des économies. Oui. Mais ici, l'idée, c'est qu'on ne reconstruit pas l'économie en premier. On reconstruit d'abord le cadre de gouvernance. Le cadre de gouvernance. On remet en place une façade institutionnelle qui soit acceptable pour, disons, la communauté internationale et surtout pour Washington. Attendez, ça veut dire qu'on met en place des lois, des tribunaux, des ministères qui plaisent aux États-Unis, même si à ce moment-là, ces institutions n'ont aucun projet concret pour le pays, c'est juste une façade. C'est exactement l'idée. La coopération, ce n'est pas un objectif en soi. C'est une devise d'échange. Une devise d'échange, d'accord. On donne des gages de bonne gouvernance pour obtenir en retour le droit de rester en place. La priorité, ce n'est pas de relancer le pays, c'est de rendre le régime à nouveau fréquentable. C'est une vision incroyablement pragmatique de la politique. Et cette idée du pouvoir comme concession,
Ça nous amène tout droit à cette fameuse déclaration de Donald Trump. Ah bon? Il dit à propos de Delcy Rodriguez, « Elle restera au pouvoir tant qu'elle fera ce que nous voulons ». Le texte insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas une simple boutade. Loin de là. L'analyse, elle y voit une véritable clarification doctrinale. Carrément. Oui. Ce n'est pas une gaffe, ce n'est pas une provocation, c'est l'énoncé parfaitement limpide et brutal des règles du jeu de ce régime écono-hégémonique. Trump ne fait que dire tout haut ce que ce système implique. Exactement. Le pouvoir n'est plus basé sur une élection, ni même sur la force militaire, il est basé sur la conformité à un programme implicite de normalisation. C'est une image incroyablement forte. Ça transforme la diplomatie en une sorte d'évaluation de performance annuelle, comme dans une grande entreprise, non? Si le manager local ne remplit pas ses objectifs, on le change. La métaphore de l'entreprise est très juste. L'auteur en utilise une similaire. Le chef d'État devient un gestionnaire sous contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment pour manquement stratégique. Waouh! La légitimité ne vient plus du peuple, elle vient de l'alignement sur les attentes de la puissance dominante. C'est ça. Et le plus fou, c'est la manière dont c'est mis en scène. L'article pointe l'ironie de la situation. Toute cette opération est présentée au monde comme une réparation du pays. Oui, c'est le discours officiel. On répare le Venezuela. Mais comme on réparerait un appareil défectueux, quoi. On change la pièce qui pose problème. Voilà. On change la pièce centrale, Maduro, mais on conserve très soigneusement toute l'architecture du système. Les circuits du pouvoir, l'armée, les tribunaux, l'appareil d'État. Tout reste en place. Tout reste. On ne change que le pilote. Et comment est-ce qu'on légalise un arrangement pareil? C'est là que le cynisme atteint des sommets. On utilise les institutions qui existent déjà pour valider cette délégation de souveraineté. Ah oui, Delcy Rodriguez, elle prête serment devant la Cour suprême, elle est adoubée par l'armée, tout semble parfaitement légal constitutionnel. en apparence, Sauf que, comme le dit l'auteur, le droit et les institutions sont simplement redirigés. Ils servent un nouvel objectif, non plus garantir la souveraineté du peuple, mais organiser sa soumission. donc on utilise les outils de la légalité pour valider une situation de dépendance totale. C'est vertigineux. Mais alors, dans ce système, que deviennent les opposants? Bonne question. Je pense à des figures morales comme Maria Corina Machado, que le texte cite, prix Nobel de la paix. Logiquement, elle devrait être au centre du jeu, non? Pourquoi l'analyse dit qu'elle devient une anomalie narrative? Ce terme est très fort. Il est très fort. Il veut dire qu'elle ne rentre plus dans l'histoire qu'on est en train d'écrire. Dans ce nouveau scénario, elle n'a pas de rôle. Elle n'a pas de rôle. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle n'est pas forcément réprimée violemment. Elle est, selon la formule du texte, rendue inutile. Rendue inutile. On ne la combat pas de front, on la met hors jeu. On fait comme si elle n'existait pas. Mais comment ça, rendue inutile? On l'ignore? On la censure? Ou c'est plus subtil? On pourrait croire qu'une figure morale, porteuse d'un vrai projet, serait justement ce dont le pays a besoin. C'est là qu'on touche à la logique profonde de ce régime écono-hégémonique. Le texte explique qu'il n'a pas besoin d'une opposition qui propose une alternative. Il n'a pas besoin de débat d'idées. De quoi il a besoin alors? Il a besoin d'interlocuteurs efficaces. Et l'efficacité ici, c'est la capacité à appliquer un programme de normalisation défini à l'extérieur. D'accord. Une figure comme Machado, qui incarne une vision politique et morale forte, elle devient un grain de sable dans la mécanique. Elle veut débattre du projet, alors que le système, lui, il cherche juste des exécutants. Elle devient un obstacle parce qu'elle veut faire de la politique, là où le système ne veut que de la gestion. C'est exactement ça. Et le plus tragique, c'est que l'opposition elle-même semble le comprendre. L'analyse cite leur réaction, qui est décrite comme une lucidité presque mélancolique. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le départ de Maduro est super positif, mais que la suite est déroutante. Déroutante, c'est le mot. Ça doit être incroyablement désorientant pour des gens qui se sont battus pendant des années en pensant que la chute du dictateur amènerait la démocratie. Bien sûr. Et là, ils voient que le système reste. Il a juste changé de sponsor, en quelque sorte. C'est le cœur du problème. Ils ont gagné une bataille, mais ils réalisent que les règles de la guerre ont changé sans qu'on les prévienne. Le régime, lui, il a très bien compris ces nouvelles règles. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un point dans l'analyse qui me semble complètement paradoxal. Lequel? Le texte souligne que le nouveau gouvernement de Rodriguez coopère avec Washington, tout en ordonnant en même temps la traque de ceux qui ont soutenu l'intervention américaine. Comment c'est possible de faire les deux? Ça n'a aucun sens. Si, c'en a dans cette logique-là. C'est ce que l'auteur appelle la gymnastique politique du régime. C'est une stratégie sur deux fronts. D'accord. Vers l'extérieur, on affiche une ouverture maximale, on donne tous les gages de coopération pour plaire à l'hégémone et garantir sa survie.
Mais vers l'intérieur, On verrouille. on maintient et même on renforce un contrôle très strict. On réprime toute voix qui pourrait se réjouir un peu trop bruyamment de la situation et réclamer une vraie libération. On sépare complètement la politique étrangère de la politique intérieure. On est docile avec Washington et autoritaire avec Caracas. Parfaitement résumé. Et ça amène l'auteur à l'une des conclusions les plus percutantes de son analyse. Elle écrit « La souveraineté est défendue contre la population, pas contre l'hégémon ». C'est une phrase terrible. Ça inverse complètement la définition traditionnelle de la souveraineté, non? L'ennemi principal du régime n'est plus la puissance étrangère, mais son propre peuple. C'est le retournement complet. Le peuple devient une menace parce qu'il pourrait mal interpréter le changement, croire à une vraie démocratisation et exiger des comptes. Il faut donc le maintenir sous contrôle. Et les gens, justement, comment ils vivent ça? Est-ce qu'ils sont dupes? D'après l'analyse, pas du tout. Les citoyens ont parfaitement compris le nouveau code. Et c'est quoi, la règle? La règle implicite est simple, on peut se réjouir de la chute de Maduro, mais il faut le faire discrètement, en privé ou à l'étranger. À Caracas, le mot d'ordre, c'est le silence. C'est fou. L'auteur donne un détail très concret qui en dit long. Le réflexe de nettoyer ses conversations WhatsApp avant de sortir de chez soi. Ce n'est plus de la paranoïa. C'est une compétence. C'est une compétence politique acquise. Une compétence politique acquise, la formule est glaçante. Ça veut dire qu'on apprend à se réjouir en silence. Ça en dit tellement sur l'ambiance psychologique. Maduro est parti, mais la peur, elle est restée. Et elle est peut-être même plus complexe, parce que l'ennemi est moins clair. Le régime est toujours là, mais il est maintenant validé, en quelque sorte, par la puissance qui était censée le combattre. C'est une ambiguïté totale. Alors si on récapitule, on a le portrait d'un régime qui, pour survivre, accepte de n'être plus vraiment souverain. Le pouvoir devient une sorte de contrat de prestation de service, révocable à tout moment. C'est ça. Dans ce jeu, l'opposition démocratique traditionnelle devient hors sujet, et le régime maintient son contrôle sur la population tout en se montrant coopératif avec l'extérieur. Un changement de façade pour que la structure profonde du pouvoir reste intacte. C'est une excellente synthèse, et le texte conclut sur une idée qui est peut-être la plus importante. Il explique que, dans ce système, l'incertitude ambiante, ce n'est pas un simple effet secondaire de la crise. Ah bon? Non. C'est une véritable méthode de gouvernance. Attendez, l'incertitude n'est pas juste une conséquence, c'est une stratégie. Comment ça marche? Oui, c'est un outil de pouvoir. En maintenant tout le monde, les citoyens, la classe politique, les observateurs, dans le flou le plus total, le pouvoir s'assure que personne n'ose prendre d'initiative. Tout le monde est paralysé. Tout le monde est suspendu, en attente d'un signe, d'une clarification qui ne vient jamais tout à fait. C'est ce que l'auteur appelle un état de dépendance interprétative permanente. Et si je traduis, ça veut dire que le pouvoir ne consistait plus à donner des ordres clairs, mais à rendre tout le monde tellement confus qu'il n'ose plus bouger. C'est tout à fait ça. Le pouvoir ne s'exerce plus par la force brute, mais en contrôlant les récits, en gérant les ambiguïtés, en distillant l'information. Le pays n'est ni en dictature pure, ni en démocratie. Il est dans un entre-deux permanent. Ni libéré, ni occupé. Comme le dit le texte, il n'est ni libéré ni occupé. Il est, et c'est le mot de la fin de l'analyse, administré discursivement. Administré discursivement. Le pouvoir, c'est de tenir le stylo qui écrit l'histoire en temps réel. La conclusion de l'analyse, c'est une citation qui résume tout ça à la perfection. Tout semble avoir changé pour que l'essentiel, très calmement, demeure. Ça laisse songeur. Et ça m'amène à une dernière question, une pensée pour prolonger la discussion. Je vous écoute. Cette logique qu'on vient de décrire, elle s'applique à un cas politique très précis. Mais est-ce qu'on ne la retrouve pas ailleurs? Je pense au monde de l'entreprise, de la tech. On assiste parfois à des changements spectaculaires en surface. Un PDG est remplacé, on annonce une restructuration, un rebranding. Mais au fond, est-ce que ces changements ne servent pas parfois à préserver et même à renforcer des structures de pouvoir et des logiques de fonctionnement qui, elles, ne bougent pas? Cette idée qu'une révolution de façade peut être le meilleur moyen de s'assurer que rien ne change vraiment, c'est une question qui, je crois, dépasse largement le cas du Venezuela.